Le mois dernier, nous avons parlé de l'hypersensibilité. Pour ce mois-ci, j'avais envie d'aborder le haut potentiel pour bien scinder les deux et que l'on comprenne bien chacun ce que c'était et ce que ça représentait. Pour le premier épisode du mois, on commence avec l'explication du haut potentiel par une neuropsychologue. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Afin de mieux comprendre le terme haut potentiel, j'ai interviewé Béatrice Navarro, psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Béatrice. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis Béatrice Navarro, je suis neuropsychologue, c'est-à-dire psychologue spécialisée en neuropsychologie. C'est-à-dire que ma spécialité en tant que neuropsychologue consiste à évaluer les fonctions intellectuelles, aussi bien pour dépister des troubles neurodéveloppementaux, plus particulièrement des troubles des apprentissages, que pour dépister éventuellement une précocité intellectuelle, un haut potentiel, aujourd'hui, comme on dit haut potentiel, chez l'enfant et l'adulte, et aussi on dépiste, nous, en tant que neuropsychologue, des troubles de la mémoire chez la personne âgée. D'accord, Voilà. super. Moi, je travaille en libéral. Beaucoup de neuropsychologues travaillent en institution ou à l'hôpital. Ça a été mon cas pendant des années. Et aujourd'hui, je suis en libéral avec une population majoritairement composée d'enfants, d'adolescents, quelques adultes D'accord. aussi, qui surtout viennent se faire évaluer quand leurs enfants ont été dépistés, soit avec des difficultés d'apprentissage, soit avec un haut potentiel, parce que du coup, ils se reconnaissent beaucoup dans le profil de leur enfant parfois. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de haut potentiel. Pouvez-vous nous Oui. expliquer ce que ça veut dire être une personne à haut potentiel, s'il vous plaît? Être une personne à haut potentiel, c'est depuis l'enfance avoir une caractéristique. C'est une caractéristique intellectuelle. On ne parle pas de troubles, on ne parle pas de difficultés, même si il y a des difficultés qui peuvent être associées, ou on peut aussi mal le vivre pour diverses raisons que j'aborderai peut-être après. Mais être à haut potentiel, c'est une caractéristique qu'on a depuis tout petit en fait. On remarque que voilà, ce sont des enfants qui apprennent peut-être très rapidement, très facilement, qui peuvent s'ennuyer à l'école. C'est pas une pathologie, c'est un fonctionnement intellectuel cognitif. Cognitif, ça veut dire intellectuel, entre guillemets. C'est un fonctionnement particulier du traitement de l'information. Voilà, on traite beaucoup d'informations facilement, en peu de temps, et du coup, on apprend rapidement. Et on n'est pas perdu quand il s'agit de suivre une notion en cours. Au contraire, comme ça ne va pas en général assez vite, si on suit le programme de l'éducation nationale française, les enfants au potentiel peuvent avoir tendance à s'ennuyer et à décrocher. D'accord. Et alors, d'où vient le haut potentiel? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'on sait un petit peu d'où ça vient? Oui, alors quand même, moi je vois au cabinet donc beaucoup d'enfants dits au potentiel. Et oui, on voit quand même que dans la famille, il y a eu des parents, des grands-parents, une tante, un oncle qui avaient eu des facilités importantes dans certains domaines ou dans beaucoup de domaines. On le voit aussi beaucoup. Alors, beaucoup de parents me disent ah bah oui, mais ou beaucoup d'équipes éducatives me disent ou scolaires me disent ah bah oui, mais ils baignent dans un milieu favorisant. Des fois, on pense que c'est l'environnement en fait qui du coup fait émerger le haut potentiel. Alors, en fait, non, enfin, pas que. C'est-à-dire que oui, il faut un environnement favorisant, mais il faut quand même une prépondérance. C'est-à-dire que quand on est à haut potentiel, ça va tellement vite dans sa tête que faut une prépondérance, en fait. On ne peut pas apprendre ou baigner dans un environnement qui nous rend à haut potentiel. C'est une caractéristique qui, en tout cas, paraît être génétique. Je ne suis pas encore tombée sur des études qui démontrent ça, le côté génétique du haut potentiel, mais moi, au cabinet, je le vois. Je le vois beaucoup, je vois des parents qui effectivement fonctionnent comme leur enfant. Je vois des parents qui me racontent des histoires concernant des facilités ou des carrières particulières de leurs parents à eux, donc des grands-parents de l'enfant. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les enfants et les adultes à haut potentiel se fréquentent en fait. Ils sont en général, ils s'entourent de personnes qui fonctionnent comme eux. En tout cas, ils s'entendent beaucoup mieux avec des personnes qui fonctionnent rapidement, qui ont des facilités dans les apprentissages, qui ont comme ça un raisonnement qui va vite dans plein de domaines ou dans un domaine particulier, parce que des fois, on peut être effectivement pas à haut potentiel de façon globale, mais avoir des zones de haute potentialité, c'est-à-dire dans des domaines particuliers. Donc oui, il y a certainement un facteur génétique, en tout cas moi, sur le plan clinique,
C'est ce que je vois le plus souvent vraiment quand il y a des parents enfin, et des enfants qui sont dépistés à haut potentiel. D'accord. Comment peut-on savoir du coup si on est au potentiel? Est-ce qu'il y a des signes, qui permettent déjà d'identifier, si, on est proche ou pas de ça? Et après qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, il peut y avoir des signes, mais qui peuvent être trompeurs parce que c'est pas parce qu'on s'ennuie à l'école qu'on est forcément à haut potentiel, en fait. Alors l'ennui à l'école peut être un des signes, le fait de décrocher en classe, le fait de ressentir que ça va pas assez vite, hein, du coup forcément on s'ennuie. Chez l'enfant tout petit, moi je rencontre beaucoup d'enfants, à partir de 3-4 ans. Les évaluations psychométriques, c'est à partir de l'âge de 2 ans et 7 mois plus précisément. Pour les premières échelles de Wechsler. Mais en général, moi, je vois les enfants à partir de 3-4 ans. Et justement, ces enfants-là, je les vois quand il y a des problèmes de comportement à l'école, surtout les petits garçons, pour pas faire de généralité, mais enfin quand même, c'est ce que je vois moi au cabinet. C'est des enfants qui parfois vont jusqu'à frapper en fait leurs camarades, mais parce qu'ils s'ennuient, parce que pour eux l'école n'a pas de sens et parce que ça va pas assez vite. Donc ça peut être une caractéristique qui peut faire penser à un haut potentiel, mais pas que, parce qu'un enfant peut avoir des troubles du comportement pour beaucoup d'autres raisons. Mmh. Il y a aussi d'autres caractéristiques comme le fait que le développement du langage s'est fait peut-être très facilement et de façon très élaborée. Un enfant qui parle très bien, très rapidement. Voilà. Alors, à savoir que dans la trajectoire développementale d'un enfant, on peut avoir à un moment donné une période où un enfant se développe très rapidement dans un domaine et puis après, il redevient dans la norme en fait, hein. La trajectoire développementale d'un enfant, elle n'est pas forcément linéaire. Mais voilà, à certains moments, effectivement, on peut voir comme ça une avance, en fait, dans des domaines ou dans des matières ou un comportement particulier à l'école, c'est-à-dire un comportement qui peut laisser évoquer l'ennui, une appétence aussi pour des passions. Passions particulières, ce sont des enfants petits, par exemple, qui aiment beaucoup donc tout le monde des dinosaures, l'astronomie, par exemple, qui aiment les échecs. Tout ce qui est complexe, élaboré parce que ça leur parle. Et en contrepartie, ce sont aussi des enfants qui, des fois, n'aiment pas écrire. Et justement, nous, ce qu'on voit dans nos échelles, la plupart du temps, c'est que ce sont des enfants qui, au niveau de la vitesse graphique, graphomotrice et au niveau du graphisme, là, ils n'ont pas les meilleurs résultats. Parce que ce sont des domaines qui sont les moins intellectuels et du coup les moins investis en fait. Parce que écrire ou dessiner ou colorier, en fait, sans déborder, honnêtement, il n'y a rien à se mettre sous la dent sur le plan intellectuel, abstraction. Donc, du coup, effectivement, ce sont des domaines qui sont un peu laissés pour compte, je trouve, chez l'enfant à haut potentiel. Moi, c'est ce que je constate. Et des fois, il y a des difficultés, du coup, graphiques, vu que c'est moins investi, l'enfant s'entraîne moins, n'aime pas écrire. Et du coup, ce sont des domaines qui sont moins investis par rapport aux autres domaines où là, l'enfant excelle en fonction de sa prépondérance, hein, il excelle pas forcément partout, mais si voilà, il aime beaucoup les livres, il va être très bon sur le plan verbal. Ça va se répercuter du coup sur les apprentissages des matières plutôt littéraires et d'autres enfants qui sont très bons, très doués en maths. Et ça se répercute effectivement en maths, en géométrie à l'école. Souvent, alors justement, dans les matières où ça se répercute, c'est là où j'interroge le parent et où je leur demande est-ce que vous étiez bon du coup en maths, en français. Et la plupart du temps, les parents ont même des fois des métiers justement qui requièrent de très hautes capacités visio-spatiales, par exemple, comme architecte, ou de très bonnes capacités en maths, en sciences. J'ai beaucoup de médecins, enfin des parents médecins, qui viennent me voir avec leurs enfants. Et effectivement, on retrouve cette prépondérance, vous voyez, cette caractéristique dans les bilans, je trouve, assez facilement. D'accord. Est-ce que, un enfant au potentiel est forcément détecté pendant l'enfance ou bien une personne peut passer entre les mailles du filet pendant, toute son enfance et puis arriver à l'adolescence, se rendre compte que, finalement peut-être qu'il est au potentiel? Oui, alors même plus tard, en fait. Il y a des personnes qui sont dépistées, à l'âge adulte. J'en ai vu il y a pas longtemps où, justement, une personne à très haut potentiel qui, du coup, a été dépistée à l'âge adulte et ça a commencé, en se sentant vraiment très mal dans l'entreprise où il était et ça s'est fini apparemment en harcèlement moral et il était, voilà, cette personne-là était en arrêt pour ça. Donc, on peut ne pas du tout être dépisté. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où, du coup, l'enfant et l'adolescent jusqu'à l'âge adulte n'est pas dépisté parce que finalement, effectivement, il est à peu près scolaire. En tout cas, il rentre dans le moule, hein. Ici, il faut rentrer dans le moule en France, du coup. Donc, il se peut que, voilà, il n'y ait pas eu de signe d'alerte ou qu'en tout cas, on n'ait rien vu parce que l'enfant, il n'y a pas eu de trouble du comportement, il n'y a pas
Voilà, il n'y a pas eu une équipe pédagogique qui a été aussi particulièrement, attentive, mais parce que l'enfant fait ce qu'on lui demande et pose pas de problème et puis, s'il s'ennuie, soit ça se répercute ailleurs autrement, soit il est nourri à hauteur de ses capacités, peut-être autrement à la maison, avec des activités extrascolaires, avec autre chose et du coup, il y D'accord. a du recul par rapport à la scolarité, bon, voilà. Donc ça, c'est possible. Autre possibilité, il peut y avoir des situations où il y a eu des difficultés en fait qui ont été mises en exergue, par exemple. Là aussi, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, des difficultés attentionnelles, justement. Au-delà du fait que peut-être que cet enfant s'ennuie à l'école, il se peut qu'il y ait des difficultés attentionnelles euh, et des troubles associés, hein. On peut être à haut potentiel avec des vraies difficultés et même un trouble neurodéveloppemental. Donc, il se peut que du coup, l'enfant n'ait pas été dépisté à haut potentiel parce que voilà, on a essayé d'aménager, de composer avec ces difficultés. On n'a pas forcément pensé tout le temps à faire un bilan, malheureusement. Toutes les équipes pédagogiques ne pensent pas à envoyer les parents vers nous, vers un bilan psychométrique pour voir un peu comment fonctionne de façon globale l'enfant et voir si les difficultés qu'on voit en classe ou ailleurs, d'une certaine façon, ne sont pas en fait des difficultés qui appartiennent à un tableau plus global, en fait, hein, une caractéristique plus globale, comme le haut potentiel, par exemple. Donc oui, on peut largement passer entre les mailles du filet jusqu'à l'âge adulte. Et justement, là où ça pose problème en général, c'est quand on aborde le lycée. Quand on est passé entre les mailles du filet, en général, on arrive jusqu'au lycée ou à l'université. Et puis hop, on se rend compte que jusqu'à présent, ça a été plutôt facile. Et là, pour le lycée, pour l'université, en fait, hop, il faut travailler. C'est plus aussi facile finalement, parce qu'on a beau être à haut potentiel à un moment donné, il faut y aller, il faut se mettre au travail et puis avoir de bons outils en fait pour y arriver, pour rentrer dans le moule sur le plan scolaire et donner ce que l'équipe enseignante veut de nous en fait, hein. Et là, ça bloque. Là, ça bloque puisque en général, ce sont des enfants et des adolescents qui n'ont pas eu besoin, la plupart du temps, à apprendre à travailler et à avoir cette culture de l'effort par rapport au travail, puisque ça a été facile pour eux. D'où tout l'intérêt qu'on intervienne en fait avant et qu'on le sache pour préparer ces éventuels moments finalement D'accord. OK. sont des moments de difficulté ensuite, hein. Et assez perturbant d'ailleurs pour le jeune adulte. Ouais. Vous nous avez parlé effectivement de tests. Alors, comment fonctionne-t-il? Où on va faire ces fameux tests? Et est-ce que c'est obligatoire? Alors, pour dépister un haut potentiel, oui, c'est obligatoire parce que la définition du haut potentiel, c'est un quotient intellectuel total supérieur, égal ou supérieur à 130 en fait. Il faut être minimum à 130 sur le plan du quotient intellectuel total. Il n'y a rien d'autre de scientifiquement valide que des tests neuropsychologiques, psychométriques, cognitifs, on les appelle de différentes façons. Ce sont les échelles de Wechsler. Chez l'enfant, jusqu'à l'âge environ de 7 ans, c'est la WEPSI 4. À partir de l'âge de 6 ans, ça se chevauche, hein, 6 ans, 7 ans, ça se chevauche. C'est la WISC 5 à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, 11. Et ensuite, pour l'adulte, il y a la WISE 4. Ce sont des échelles qui sont scientifiquement valides, étalonnées sur une population générale et qui permettent de voir comment fonctionne la personne et s'il y a un quotient intellectuel total supérieur à 130, égal ou supérieur à 130. La plupart des personnes, quand elles ont des zones de haute potentialité, parce que nous, la plupart du temps, on voit des personnes qui ont 130 et plus dans certains domaines intellectuels et pas forcément au QIT total. Voilà. Cette caractéristique concerne alors les études en fait au niveau des chiffres, c'est voilà, des fois je tombe sur des études où c'est 2,2%, 2,3 ou 2,5% de la population qui a un quotient intellectuel total à 130 et plus en fait. Et effectivement, pour pouvoir le dépister, c'est tout ce qui est test internet, je ne sais pas ce qui circule sur les réseaux, hein, mais j'entends des parents me dire, ou même des adolescents me parler de tests qu'ils ont fait sur internet ou dans un magazine, leur disant qu'ils étaient à haut potentiel. Ce n'est pas scientifiquement valide. Voilà. La seule chose qui peut établir un haut potentiel, c'est nos tests à nous au cabinet. Alors, on peut les faire à l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui ont des services qui dépistent notamment les troubles du neurodéveloppement. Sauf qu'on n'y va pas en général pour dépister un haut potentiel. On y va pour dépister une difficulté. Il y a des parents qui effectivement me disent que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils attendent une place pour pouvoir faire des tests à l'hôpital. Alors, l'avantage de l'hôpital, c'est qu'effectivement, c'est gratuit. Nous, en libéral, les tests ont un coût, c'est plusieurs centaines d'euros, et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Sauf que les hôpitaux ne prennent pas des personnes qui ont juste l'ambition, entre guillemets, de savoir si leur enfant est à haut potentiel ou pas. On y va en étant recommandé par un médecin et pour dépister des éventuelles difficultés d'apprentissage, en fait, ou un trouble neurodéveloppemental spécifique. Et il y a 1 an et demi, 2 ans d'attente, les hôpitaux sont vraiment saturés. Donc là, il reste que le libéral et il faut vraiment, dans l'idéal, vraiment,
s'orienter vers un professionnel formé. Il y a des personnes qui sont psychologues, qui peuvent faire passer des tests, mais qui ne connaissent pas forcément cette caractéristique intellectuelle du haut potentiel, puisqu'ensuite, il faut pouvoir, pour les parents, être correctement recommandés, avoir des conseils spécifiques à leur enfant, savoir comment est-ce qu'on peut aménager à l'école en fonction du profil de l'enfant, savoir comment aussi on peut établir ensemble une prise en charge particulière adaptée à l'enfant. Et pour tout ça, il faut un professionnel formé. Donc, je conseillerais, moi, aux parents de vraiment se diriger vers un neuropsychologue en général. Les personnes qui sont neuropsychologues sont formées sur tout ce qui est évaluation et prise en charge et rééducation des fonctions intellectuelles. Donc en libéral, vraiment, c'est le mieux. Si vous allez voir un neuropsychologue, en général, il est formé. Des psychologues cliniciennes, c'est possible aussi, mais pas toutes. Donc renseignez-vous peut-être avant sur le profil de la personne que vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de parents qui reviennent me voir avec un compte-rendu où ils n'ont pas forcément compris les résultats parce qu'on ne leur a pas expliqué, où ils ressortent aussi avec un résultat sans préconisation de prise en charge et sans préconisation d'aménagement à l'école, en fait. Et ça, c'est délétère pour le parent, mais surtout pour l'enfant, en fait. Celui qui trinque après, finalement, c'est toujours l'enfant, et ça, c'est pas possible. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Moi, c'est beaucoup plus clair. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des difficultés que peut rencontrer une personne à haut potentiel au quotidien. Vous avez évoqué la scolarité. Est-ce que vous en avez d'autres ou est-ce que vous voulez développer aussi cette partie scolaire? Alors oui, il y a plusieurs types de difficultés que peuvent avoir les enfants à haut potentiel. Alors en général, paradoxalement, ce sont des enfants qui ont peu confiance en eux. Ce sont des enfants qui ne sont pas, et d'ailleurs adultes aussi, hein, je vois beaucoup d'adultes à haut potentiel, ce sont ceux qui ont le moins confiance en eux, qui veulent savoir si ce qu'ils ont répondu au test c'est bon, et même dans la vie en général, ce sont des personnes qui ont le moins confiance en elles, paradoxalement, et déjà chez l'enfant, en fait, on voit ça. Certains enfants se rendent compte quand même, parce que moi je les interroge de façon précise et je leur demande, je leur dis, tiens, est-ce que toi, tu as compris, enfin, tu as observé que tu as compris plus rapidement certaines notions à l'école, que tu arrives voilà, à faire les exercices de mathématiques ou de français plus rapidement en fonction du profil de l'enfant. Je leur pose ces questions-là. Certains me disent oui, d'autres me disent non. Et au contraire aussi, certains sont très ciblés sur leurs difficultés. Alors, je parlais tout à l'heure des difficultés graphiques que peuvent avoir ces enfants au potentiel. Et en fait, ils pensent même pas à leur zone de haute potentialité, c'est-à-dire qu'ils pensent même pas à leur facilité, ils les remarquent même parfois pas, et ils se ciblent sur leurs difficultés. Et en fait, des fois, ils croient qu'ils sont beaucoup plus en difficulté que les autres finalement, parce que quand on est à haut potentiel aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on ressent ces difficultés de façon plus importante que parfois que les autres enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Bien que beaucoup d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux ont bien compris qu'ils étaient en difficulté, hein, c'est sûr. Mais quand même, quand on est à haut potentiel, la moindre difficulté, moi c'est ce que je vois au cabinet souvent, ça prend une proportion parfois assez importante. Mais pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui en général sont très sensibles, anxieux. Pour certains, ils ont une anxiété de performance. Alors justement, l'anxiété de performance et le fait de devoir absolument réussir, parfois c'est un signe de haut potentiel, hein. Il y a des enfants en potentiel qui sont complètement détachés de la scolarité et puis qui, voilà, déjà n'en voient pas le sens et puis déjà s'ennuient. Et il y en a d'autres qui, au contraire, sont dans une certaine anxiété de performance. Alors, parfois, il y a la pression des parents, c'est possible. Et parfois, il n'y a même pas la pression des parents. C'est eux, ils sont tellement sensibles et ont tellement envie de réussir parce que ils sont aussi parfois très sensibles aux remarques des adultes et aux jugements que les autres et camarades et adultes peuvent avoir d'eux. Du coup, il faut absolument y arriver et être bon. Et c'est une pression qui, des fois, qui se met tout seul. Donc, le fait de savoir et de faire un bilan justement en cabinet permet de savoir ça et permet déjà de mieux comprendre. Ça me permet moi ensuite d'expliquer aux parents ce qu'il en est, ce que c'est que le haut potentiel effectivement, et puis de leur conseiller vraiment de lire là-dessus. Donc il y a effectivement le manque de confiance en soi, il y a l'anxiété de performance, il y a parfois des difficultés relationnelles avec les camarades. Les enfants qui sont à haut potentiel n'ont pas forcément les mêmes envies de jeu, en fait, hein. Moi, je vois beaucoup de garçons à haut potentiel pour qui le football ou des activités physiques, ça leur plaît pas plus que ça. Ils sont plutôt en train de lire dans la cour de récré pour certains, hein, pas tous, hein. C'est un peu le cliché, hein. Là, je vous parle un peu de cliché, mais ça arrive, ça arrive. Et il y en a d'autres, c'est pas qu'ils sont en train de lire dans la cour, mais il y en a d'autres qui veulent pas jouer avec leurs camarades, qui d'ailleurs, dans la cour de récré, parfois sont avec des enfants plus âgés. Et en général, c'est ce qu'on voit. Chez l'enfant petit, déjà, il est très à l'aise avec l'adulte aussi, il aime la compagnie des enfants plus âgés, parce qu'au niveau intellectuel, ça leur parle plus. Et il y a aussi une autre difficulté que j'ai pu percevoir, c'est que parfois les enfants et les adolescents à haut potentiel, et ça se remarque beaucoup chez l'enfant qui a un niveau verbal très élevé, va donner du change en fait, et va répondre au professeur, et va expliquer par A plus B qu'il n'est pas d'accord, et que la règle du professeur, premièrement, il la comprend pas, et deuxièmement, il la trouve nulle, et il la trouve injuste.
Et il va argumenter de façon tellement claire et des fois tellement juste que le professeur, des fois, donc, va rentrer là-dedans et va oublier qu'il est face à un enfant, puisque des fois, le niveau verbal de l'enfant peut correspondre à celui d'un enfant beaucoup plus âgé, voire des fois à celui d'un adulte, en fait. Et il y a eu voilà, quelques histoires comme ça avec des directrices d'école ou de collège où l'enfant était allé parfois tellement loin dans l'argumentation et puis dans la confrontation psychologique et dans la confrontation de l'autorité que du coup, parfois, ça fait des grandes histoires dans les équipes pédagogiques, pas grand-chose. Mais le fait qu'il réponde, qu'il argumente et que ça puisse être juste, ça peut déstabiliser l'adulte qui peut oublier en fait qu'il est face à un enfant. Et pareil dans l'entourage aussi de l'enfant. Hein. Je me souviens d'un enfant en particulier où ça a été cette situation-là. Il était pareil avec ses parents et ses grands-parents. Et les grands-parents qui étaient qui avaient eu une éducation et qui prenaient un peu une éducation à l'ancienne, un enfant qui répondait, qui argumentait, qui se permettait de dire les choses, ça passait pas très bien. Voilà. Donc des fois avec la belle famille, il y avait quelques difficultés, mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que du coup quand on le sait et quand on sait qu'on est face à un enfant et quand on sait comment on doit faire après, parce que du coup ça nous donne des outils, le fait de savoir, bah du coup ça passe beaucoup mieux, ça fait prendre conscience aux parents de ce qui se passe, ça leur fait prendre du recul. Et il y a beaucoup de parents qui m'ont dit que le fait d'être passé par un bilan au cabinet et d'avoir été éclairé là-dessus, ça change la vision des choses. Et quand on comprend et qu'on change sa vision des choses et sur l'enfant et sur ses capacités, on prend un recul et tout se passe beaucoup mieux en fait. On se détend et les choses sont vues différemment avec une autre perspective qui permet d'avancer en fait. Ouais. Bah, finalement, vous apportez la connaissance et les clés justement pour que ça se passe mieux. Donc c'est Oui, clair. c'est très important quand il y a quelque chose qui bloque, de vérifier d'où ça peut venir. Est-ce que ça peut être un haut potentiel ou pas, hein. Alors parfois aussi, moi, ce que je dis aux parents, c'est que il y a des profils qui, entre guillemets, ressemblent à des hauts potentiels dans le sens où le haut potentiel, c'est 130 et plus au niveau voilà, du calcul du quotient intellectuel. On peut avoir des enfants qui sont à 120, 125, par exemple, et qui investissent tellement bien les apprentissages et qui sont très demandeurs et qui ont des facilités dans certains domaines que, voilà, on voit déjà, le haut potentiel, c'est pas juste un chiffre. C'est aussi une façon de fonctionner, une façon d'être en relation avec le travail, une façon d'être en relation avec l'abstraction, le raisonnement, qui fait que du coup, ça donne des caractéristiques donc intellectuelles, mais du coup aussi psycho-affectives qu'on connaît de mieux en mieux. Hein. Je vous parlais donc de l'anxiété de performance, du manque de confiance en soi, d'être très sensible au jugement des autres, très sensible à l'injustice. Et ça pose des problèmes dans les cours de récré. Hein, quand on est très sensible à l'injustice, ça pose des problèmes aussi en classe avec les règles parfois de la maîtresse, voilà, qui sont perçues comme n'étant pas forcément justes ni logiques. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent aider et accompagner une personne à haut potentiel ou c'est vraiment que les psychologues ou les neuropsychologues? Alors, pour le dépistage, ce sera le bilan psychométrique, donc c'est vraiment la propre au psychologue neuropsychologue au potentiel. On peut faire appel à une psychomotricienne. Si l'enfant est agité en classe, qu'il n'arrive pas à tenir en place, moi je préconise beaucoup de la psychomotricité parce que à travers des exercices qui vont mobiliser le corps, les psychomotriciens peuvent apprendre à l'enfant à se poser en peut-être prenant conscience des limites de son corps, en faisant des exercices de relaxation. Donc, une psychomotricienne peut aider effectivement les enfants à haut potentiel dans certains cas. Une sophrologue aussi quand il y a des enfants qui sont anxieux, qui ont une anxiété de performance. Pour certains, la sophrologie, ça marche pas pour tous, donc il faut essayer. S'il y a besoin effectivement d'activités de détente, voilà, de gérer l'anxiété, des techniques offertes par la sophrologie peuvent éventuellement fonctionner, par la psychomotricité aussi, par un suivi psychologique, ça peut aussi. Tout est question de relation que l'enfant et les parents vont avoir avec le thérapeute. Mais c'est important que l'enfant puisse ressortir des consultations avec des outils et le parent aussi, en fait. Ça, c'est très important parce que qu'est-ce qu'il fait face à une crise d'angoisse? Qu'est-ce qu'il fait quand il est anxieux face à un examen où il perd ses moyens? Alors que l'enfant à potentiel, justement, voilà, il devrait ne pas avoir à se soucier. Alors, certains ne s'en soucient pas hein, de leurs résultats ou du stress par rapport aux examens. Et bien, en fait, paradoxalement, si. Pour la plupart, enfin, en tout cas pour certains qui ont un projet spécifique ou qui sont très sensibles à la réussite scolaire, qui ont cette anxiété de performance, ils vont pouvoir perdre leurs moyens. Donc ça, là aussi, ça peut être un signe de haut potentiel. Et il faut effectivement des prises en charge adaptées et des clés pour gérer ça. Ça peut être des enfants qui vont somatiser, des enfants qui peuvent aller jusqu'à la phobie scolaire et le décrochage scolaire, hein, quand vraiment on s'y retrouve pas, l'environnement scolaire, ça nous parle pas. Moi, j'en vois des enfants très sensibles qui sont dans une forme de dépression, en fait, par rapport à l'école. Le système scolaire, c'est de rentrer dans le moule. Et tous les enfants ne sont pas faits pour rentrer dans le moule. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions. Voilà. Maintenant, les équipes pédagogiques et puis
le gouvernement cherche effectivement, en tout cas dans l'état d'esprit, l'idée est d'inclure tous les enfants à l'école. Sur le terrain, c'est plus compliqué, ça dépend beaucoup de sur qui on tombe en fait, au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau de la maîtresse, qui va être ouverte ou non à des profils particuliers, à des caractéristiques particulières chez l'enfant, et qui va être d'accord ou pas pour adapter, hein, même si des fois on a des choses entre guillemets officielles avec des diagnostics posés, là je pense à des troubles de l'attention, hein, mais quand on a des recommandations spécifiques face à un diagnostic posé, ça dépend beaucoup de sur qui on tombe parfois dans les équipes pédagogiques. C'est ça qui est injuste et qui pose beaucoup de problèmes. Moi, ce que je conseille aux parents quand ça coince, en fait, c'est surtout de prendre du recul par rapport à la scolarité. Parce que la réussite d'un enfant, c'est pas que la réussite scolaire. Voilà. La réussite dans la vie, c'est pas que la réussite scolaire. Oui, effectivement, on peut s'en sortir par l'école, mais on peut s'en sortir avec plein d'autres moyens. Pas forcément en France. Quand voilà, ça marche pas en France, la vie elle est trop courte, on va la faire ailleurs. C'est pas un souci. Un enfant vaut beaucoup mieux que rentrer dans le moule de l'école. Voilà. Et un enfant aussi, la vie ne se définit pas non plus par un bilan psychométrique. Il y a beaucoup de parents qui ont peur aussi du bilan neuropsychologique, du bilan psychométrique, en pensant que du coup, ça va mettre une étiquette sur l'enfant et que ça va statuer finalement de sa réussite ou pas et de sa réussite dans sa vie. Alors qu'en fait, pas du tout et que la vie, c'est largement au-delà de ça. Et heureusement. Donc, connaître son enfant, savoir comment il fonctionne quand il y a besoin, il ne faut pas hésiter. Après, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, puisque voilà, les aléas des uns et des autres vont faire qu'il n'y aura aucun problème pour réussir d'une façon ou d'une autre. Ah bah c'est génial parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs justement. Alors, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est aux auditeurs, il y a un effet de mode quand même par rapport au potentiel, par rapport aux troubles de l'attention, par rapport aux troubles du neurodéveloppement. Renseignez-vous, il y a beaucoup d'informations quand même sur Internet. Alors, il y a à boire et à manger, il faut faire attention, je pense plus spécifiquement peut-être au forum. Mais sinon, il y a des articles, il y a aussi beaucoup de livres qui du coup sont à leur disposition. Alors moi j'en ai un, il y a les livres de Jeanne Siofachin, je vais en citer plusieurs pour voilà. Oui, allez-y. Il y a des livres de Jeanne Siofachin, il y a celui-ci qui est vraiment bien et très clairement écrit, Le haut potentiel en question, voilà, qui est vraiment très clair. Vous pouvez vous renseigner aussi sur des sites. Il y a beaucoup de neuropsychologues. Alors moi, j'ai un site aussi où il y a quelques informations. S'il y a des difficultés particulières par rapport à l'école, pensez éventuellement bilan psychométrique. Alors ça peut être fait aussi, effectivement, j'ai oublié d'en parler, dans le milieu de l'école, en fait, dans les établissements scolaires, par des psychologues scolaires. Pareil, attention aux interprétations. Parfois, moi, je retrouve des comptes rendus où il n'y a pas les chiffres, où il n'y a pas vraiment de conclusion avec des recommandations. Et où parfois l'interprétation, en fait, c'est l'interprétation des résultats qui n'est pas forcément appropriée, hein, parfois dans certains bilans par des psychologues scolaires. Certaines font un super travail. D'autres, je pense qu'elles ont tellement de charges de travail et qu'elles sont sur plein d'établissements que du coup, effectivement, le parent vient me voir parfois avec des comptes rendus où il n'a pas compris, où il n'y a pas de solution et finalement, il ne sait pas quoi faire. Là aussi où il faut faire attention, c'est, je pense, par rapport aux techniques et aux outils de travail des enfants à haut potentiel vont parfois, du coup, ne pas développer des outils de travail, des outils efficaces pour réussir à l'école. Pourquoi? Parce que pour eux, ça a été facile, en fait. Apprendre à lire, à écrire, pour la plupart d'ailleurs, ils ont appris finalement en avance, en fait. Parce que pour eux, c'était simple, c'était facile, ils ont compris les lettres, ils ont compris la correspondance graphème-phonème, donc ils apprennent à lire des fois voilà, tout seul, plus ou moins, entre guillemets. Et donc, ils arrivent dans des classes où finalement, il n'y a pas d'effort à faire pour y arriver. Donc, du coup, il n'y a pas d'outils et de développement de stratégie, en fait, en eux, qui vont leur permettre plus tard de réussir quand il va falloir mettre des outils en œuvre. Parce que être à haut potentiel, en fait, sans faire grand-chose, entre guillemets, ça peut tenir jusqu'au collège, voire début du lycée. Après on s'en sort plus. Donc, c'est très important, en général, d'acquérir des outils et des techniques de travail. C'est pour ça que parfois, le saut de classe est envisagé pour un enfant à haut potentiel parce que l'idée, c'est quand même à un moment donné qu'il soit un petit peu en difficulté pour que du coup, il développe des outils de travail et qu'il y ait cette culture de l'effort qui soit là. D'ailleurs, dans ce sujet, moi, j'en vois beaucoup des enfants à haut potentiel qui arrivent au collège, au lycée, voire à la veille du bac, et qui ensuite viennent me voir
pour justement préparer le bac, puisqu'il n'y a pas eu de méthode d'outils de travail et qui ne savent pas comment travailler, comment préparer un examen où il y a plein d'informations longues et complexes, comme par exemple le bac français où il y a plein de textes. Et là, il faut avoir des outils. Là, il faut savoir faire des fiches, il faut savoir s'en sortir en fait. Et c'est pareil pour la vie de tous les jours, hein. Moi, c'est l'exemple que je leur donne quand il va falloir faire les impôts, gérer des choses au quotidien. Bah, il faut des outils, il faut des clés, il faut des stratégies de travail, en fait, il faut être organisé. Et à ce sujet, j'ai écrit un livre qui s'appelle Guide méthodologique pour réussir sa scolarité, qui est disponible sur Amazon et qui regroupe un peu tous les conseils que je donne aux parents dans les séances de méthodologie que je mets en place avec les enfants. Quand du coup, il y a un suivi et qu'on se penche un peu plus sur les méthodes de travail avec l'enfant parce qu'on sent qu'il y a besoin, les parents m'ont demandé en fait de faire un écrit qui regroupe tous les astuces que je donne et pour le quotidien et pour le traitement des leçons, afin que ce soit plus facile en fait de rentrer dans le moule et de réussir scolairement. Parce que finalement, moi, ce que je dis aux enfants, quand on a un bon potentiel, réussir scolairement, c'est être bête et discipliné. C'est avoir des outils qu'on utilise pour parvenir à se dépatouiller d'une leçon de français, d'une leçon de mathématiques, d'un apprentissage de table de multiplication. Oui, parce que des fois, des choses répétitives, barbantes, les enfants à haut potentiel n'aiment pas. Eux, ils aiment ce qui n'est pas forcément justement répétitif, là où il faut raisonner, là où il faut réfléchir, là où il faut faire des liens, hein. On pense au fonctionnement en arborescence, hein, ce raisonnement en arborescence où l'enfant au potentiel et l'adulte fait souvent des liens avec ce qu'il entend, avec les notions exposées, etc. D'où le fait que parfois il se perd dans ses pensées et qui peut donner la sensation de décrocher à l'école, hein. Voilà, donc ça c'est très important en fait. L'idée c'est d'avoir de bonnes capacités d'adaptation dans tout le milieu où on est en fait. Finalement l'intelligence c'est ça, c'est de s'adapter dans tous les milieux. Et ça il y a des outils pour quand il faut en fait. Voilà. Et surtout soulager après l'éventuel mal-être qui peut en découler, c'est-à-dire que ce sont les enfants et les adultes qui se sentent parfois différents. Il faut juste savoir pourquoi. Si c'est ça, bah, c'est bien de le savoir. On prend du recul et on le vit beaucoup mieux. Et puis le fait aussi d'être soutenu par un thérapeute qui va aider la personne à comprendre son fonctionnement et juste à comprendre, à savoir comment composer finalement avec les personnes qui ne sont pas comme lui. Voilà, c'est important. Du moment qu'on peut s'inclure partout, c'est finalement là où on réussit. Ah bah, c'est génial, c'est parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ces messages très intéressants. Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux? Alors, on peut me contacter via mon site internet, neuropsychologue-paris.com. Sur mon profil Doctolib, il y a mon adresse mail aussi. C'est le plus simple de m'envoyer un mail ou de me contacter par mail pour des questions, des remarques. Pas de problème, ça me permet aussi de répondre quand j'ai le temps. Et sur Doctolib aussi, on peut prendre rendez-vous. Alors là, en général, les rendez-vous sont assez prisés, donc c'est plutôt mes collaboratrices qui gèrent les patients. Mais j'ai quelques plages disponibles si jamais il y a besoin de me rencontrer. Il n'y a pas de problème. Et puis après, j'ai un téléphone professionnel, mais je réponds pas tout le temps. Le plus simple, c'est vraiment par mail. Une page Facebook professionnelle qui s'appelle Béatrice Navarro, Neuropsy, où je publie des informations régulièrement sur les troubles de l'attention, l'autisme, qui est aussi une de mes spécialités, et également le haut potentiel. Génial! Ben, merci beaucoup. Dans tous les cas, je mettrai tous ces liens en description de l'épisode, comme ça au moins on pourra les retrouver très facilement. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet et que vous ayez pu nous donner autant d'informations et que ça soit beaucoup plus clair pour tout le monde pour débuter ce sujet du haut potentiel. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!